Bonjour à toutes et à tous. Le gaspillage alimentaire, on connaît bien, hein. Faire attention aux portions, réutiliser les restes, c'est devenu un réflexe pour beaucoup. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'anti-gaspi, ça va beaucoup plus loin que le fond de notre assiette. Ça touche aussi à l'énergie qu'on utilise pour cuisiner. Et voilà, on met le doigt sur la question du jour. On est devenu des pros pour ne pas jeter la moindre miette de pain. Mais l'énergie qu'il a fallu pour le faire cuire, ça, c'est souvent le grand oublié, l'angle mort de nos cuisines. Et pourtant, c'est là qu'il y a un potentiel d'action juste énorme. Alors, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va voir que l'anti-gaspi, c'est plus large que ce qu'on pense. Ensuite, on verra le plan national derrière tout ça. Puis, on passe au concret, les appareils qui changent la donne, les petits gestes qui comptent et même le meilleur moment pour lancer ses cuissons. Allez, c'est parti. On attaque donc avec notre première partie, l'énergie, c'est vraiment l'autre facette de l'anti-gaspi. L'idée, c'est d'élargir un peu notre vision et de comprendre que ça englobe toute notre manière de cuisiner. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment ça. L'anti-gaspi, ce n'est plus juste ce qu'il y a dans l'assiette. Non, ça s'applique à tout l'écosystème de la cuisine. Je parle de la cuisson, bien sûr, mais aussi de la conservation, de l'organisation générale et même du choix des équipements. En fait, tout est connecté. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Deuxième partie, on va parler du plan national. Parce que oui, ces petits gestes du quotidien s'inscrivent en fait dans une vision beaucoup plus globale, celle de la stratégie énergétique de la France. Alors, il existe une sorte de grande feuille de route en France, ça s'appelle la PPE3. Bon, pas la peine de retenir le nom barbare, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif est super simple. Avoir une électricité plus propre, consommer de manière plus sobre et rendre tout le système électrique plus solide. Et devinez quoi, ça nous concerne directement jusque dans nos cuisines. Concrètement, pour nous, ça se traduit en 3 grandes idées. D'abord, il faut réduire les pertes d'énergie. Comment ? Avec des appareils efficaces et des gestes bien pensés. Ensuite, privilégier l'électricité quand elle est la plus verte, la moins carbonée. Et enfin, troisième point, essayer d'être plus souple dans nos usages pour éviter les fameux pics de consommation. Vous savez, quand tout le monde allume son four en même temps à 19h. Allez, troisième partie, on rentre dans le vif du sujet, le matériel. Les appareils qui changent vraiment la donne. Parce que pour moins consommer, il faut d'abord avoir les bons outils. Alors, quels sont-ils ? Et ce qui est génial, c'est que chaque appareil a son super pouvoir en quelque sorte. L'induction, c'est la rapidité pure, sans perte d'énergie. L'autocuiseur, lui, c'est le champion du temps de cuisson record. Le four combiné, parfait pour ne pas lancer une machine de guerre pour un tout petit plat. Et la bouilloire ou l'air fryer, ça c'est les pros de l'efficacité pour des tâches bien précises. Prenons 2 exemples pour bien comprendre. L'autocuiseur, pour une soupe, des pois chiches, un ragoût, il est juste imbattable. Le temps de cuisson est divisé par 2, voire 3. Et à côté, on a l'induction. Pour faire bouillir l'eau des pâtes ou pour une poêlée rapide, c'est la reine. Ça chauffe quasi instantanément et quasiment pas de chaleur qui se perd dans la pièce. On passe à la 4e partie. Parce que avoir les bons appareils, c'est une chose, mais savoir s'en servir et bien orchestrer sa cuisine, c'est là que la magie opère vraiment. C'est tout un art, vous allez voir. Alors là, une petite astuce toute simple, mais diablement efficace. Éteindre le four, 5 à 7 minutes avant la fin. La chaleur qui reste à l'intérieur suffit amplement pour finir la cuisson. Ça ne coûte absolument rien, ça ne change pas le goût du plat, et pourtant, on gratte de précieuses minutes d'électricité à chaque utilisation. L'autre grande idée, c'est de penser en mode groupé. On dit souvent que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Eh bien là, c'est pareil. Le four est déjà chaud pour un gratin ? Autant en profiter pour y glisser autre chose, non ? Un deuxième plat, ou même des légumes rôtis pour les salades de la semaine. Et voilà, c'est exactement ça. Cuire 2 plats en même temps, à la même température, ça veut dire une seule chauffe, une seule attente, une seule dépense d'énergie pour un double résultat. C'est de l'optimisation pure et simple. Et cette logique d'orchestration, elle s'applique à plein d'autres choses. Par exemple, cuisiner des bases pour la semaine, comme des céréales ou des légumes. Pensez aussi à des plats froids, comme des tartinades ou des salades qui ne demandent aucune cuisson. Et bien sûr, ne pas oublier le froid. Un frigo réglé à la bonne température et un congélateur dégivré, c'est la base pour éviter la surconsommation. On arrive à la dernière partie. Et là, on aborde une idée peut-être un peu plus nouvelle pour certains, l'art de cuisiner au bon moment. Il s'agit carrément d'aligner sa cuisine avec le réseau électrique national. Ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est assez logique. Pourquoi faire ça ? Il faut savoir que la production d'énergie verte, comme le solaire ou l'éolien, ça varie tout le temps. C'est logique, ça dépend du soleil et du vent. Du coup, si on adapte un peu nos habitudes de cuisson, on peut aider le réseau à mieux gérer tout ça. En gros, on consomme l'électricité quand il y en a beaucoup disponible et qu'elle est donc plus verte. Alors, comment on fait en pratique ? C'est tout simple. Les cuissons qui durent longtemps, un pain maison, un bon ragoût, on essaie de les garder pour le week-end, en pleine journée ou pendant les heures creuses, si le contrat le permet. C'est là que l'électricité est souvent moins chère et plus verte.
Par contre, les cuissons courtes, une poêlée, une soupe rapide, ça on peut le faire à peu près n'importe quand. L'impact est minime. Alors, si on se projette un peu, la cuisine dans 10 ans, ça donnera quoi? Probablement des appareils encore plus malins, encore plus sobres, un réseau électrique plus souple, et surtout, on peut espérer que tous ces petits gestes dont on vient de parler deviendront tout simplement des réflexes, des évidences. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le plaisir de cuisiner, lui, reste totalement intact. On ne cuisine pas moins bien, au contraire, on cuisine de manière plus intelligente. Et le bénéfice, il est double. La facture d'électricité s'allège et notre empreinte écologique aussi. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir un peu. La cuisine de demain sera-t-elle finalement plus technique ou simplement plus intelligente? Est-ce une question de technologie ou juste de bon sens et de conscience dans leurs gestes de tous les jours? Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.